Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, ça va être une vidéo où on va parler un peu d'Indie US, on va parler du dernier show de la Game Changer Wrestling, qui est également leur deuxième show ce mois-ci, après Ashes to Ashes, dont j'avais fait la review un peu plus tôt dans le mois, au tout début du mois de mai. J'avais fait la review de Ashes to Ashes. Et donc là, c'était le show Draft Day, donc qui a eu lieu à Las Vegas. C'était vraiment très bien, vraiment. L'arène est cool d'ailleurs, au passage. Et le show était vraiment construit autour de son main event, qui voyait Nick Gage défendre le championnat World de Game Changer Wrestling contre AJ Gray. Après le reste, il y avait quelques petits trucs qui m'hypaient bien, hein, très honnêtement. Voilà, c'est Game Changer Wrestling, ça me hype toujours un peu. Jordan Oliver contre Ricky Marvin, j'avais vraiment envie de voir ce que ça donnait personnellement. Joey Janela Ali Kat, ça pouvait m'intéresser. Chris Dickinson Bad Dude Tito dans le style, vraiment avec deux mecs qui se frappent vraiment très fort, ça pourrait m'intéresser également. Donc voilà, c'était les matchs qui me hypaient. Mais évidemment, le Nick Gage contre AJ Gray me hypait plus que plus que tout ce qu'il y avait d'autre dans le show, évidemment, et plus que pas mal de choses dans le catch actuel d'ailleurs. Du coup, voilà un peu pour la présentation de ce show Game Changer Wrestling Draft Day. On va donc commencer la review de ce show en passant par l'opener. L'opener, c'était un match entre Jimmy Lloyd et Jack Cartwheel. Le match a duré un peu moins de 10 minutes et c'est une victoire assez surprenante de Jack Cartwheel. Alors, le match en lui-même, j'en suis pas fan, très honnêtement. J'ai mis la note 2,75. Alors, le problème que j'ai avec ce match, c'est qu'il est vraiment too much. Vraiment, c'est un opener, donc ils en ont pas à faire trop. Et même en 10 minutes, ce qui est pour moi une bonne durée pour un opener, ils ont réussi à en faire vraiment trop. T'as plein de near fall, t'as notamment Jimmy Lloyd qui fout un pile driver sur Jack Cartwheel qui near fall, j'ai trouvé ça trop. Enfin voilà, vraiment il y a beaucoup trop de near fall dans le match qui m'a empêché de rentrer dans la chose. Et voilà, le problème c'est que c'est placé en opener et que ça a rien à faire en opener vu la construction du match. T'as même, je veux dire, le plus gros spot du match, je rappelle que c'est un opener, il y a quand même une Sasuke spéciale à travers une porte. Donc bon, c'est pour voilà, c'est pas très opener dans l'âme. Mais bien évidemment, au-delà de ça, le début du match est vraiment très cool. Jack Cartwheel m'a surpris. Bon, il a l'air un peu spot monkey, le garçon, faut qu'il se calme un peu sur la chose, mais il a l'air vraiment très cool. C'est la première fois que je le voyais, il a que 19 ans. Et non, il fait une bonne performance dans tous les cas. Ça m'a surpris de le voir battre Jimmy Lloyd, qui est quand même une tête hein, chez Game Changer Wrestling. Jimmy Lloyd, qui fait quand même produit des shows des fois. On se souvient au collectif, il avait produit D-Generation F. Mais voilà, en tout cas, bien surpris. Et, pas la meilleure des entrées en matière, très honnêtement, pour ce show Game Changer Wrestling Draft Day. J'ai mis 2,75 du coup à l'opener et victoire de Jack Cartwheel. On va maintenant pouvoir passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, ça me hypait un peu plus. C'était Chris Dickinson qui affrontait Bad Dude Tito. Le match a duré un peu plus de 8 minutes pour avoir une victoire assez logique hein, de Chris Dickinson, le Dirty Daddy, qui a vraiment été très bon dans le match. Hein, évidemment, des très bons chops, tout ça très impactant. Il y a des très bons échanges pendant le match. Même Bad Dude Tito se laisse vraiment pas faire et affiche un bon fighting spirit. C'était vraiment très cool à voir. Et bon, ça aurait peut-être dû être l'opener parce que c'est vraiment pas too much, contrairement au Jimmy Lloyd Jack Cartwheel. Donc j'aurais préféré le voir en opener, mais bon, ça me dérange pas parce que c'est clairement bien pour un match undercard qui a été fait. Et comme j'ai dit, ouais, du très bons chops de la part de Dickinson. Et enfin vraiment, ils ont respecté le style des mecs, quoi. C'est vraiment bien fait. Et non, oui, vraiment pour rentrer dans le show, j'ai trouvé ça bien. J'avais pas réussi à rentrer dans le show grâce à l'opener, et c'est véritablement ce match-là qui m'a mis dans le show. J'ai mis 3,25 à titre personnel parce que ça décolle pas vraiment, mais ça reste vraiment cool en tout cas. La victoire de Chris Dickinson, comme je l'ai dit, est logique vu qu'il a encore, il a en plus une chance à avoir un titre à New Japan très prochainement, le titre Strong Openweight. Mais voilà, vraiment un peu moins de 10 minutes, et vraiment très cool dans ce qui a été fait. Du coup voilà pour ce deuxième match du show. On va maintenant pouvoir passer au troisième match de la carte. Le troisième match me hypait également et me hypait un peu plus puisque c'était Jordan Oliver contre Ricky Marvin. Alors on a eu le droit à un très bon match qui a duré 13 minutes et on a eu une victoire de Jordan Oliver. Alors le storytelling, ce à quoi on s'attendait, finalement a été résumé un peu dans le promo package, où on nous précise que avant le Spring Break à la Game Changer, Jordan Oliver est sur une série de 9 victoires et 0 défaites, et après le Spring Break, Jordan Oliver est sur 0 victoire et 2 défaites. Donc le but d'Oliver va être un peu de calmer la losing streak, surtout contre un Ricky Marvin qui est quand même un catcher hyper expérimenté, hein. Bon, il est pas aussi bon, hein, malheureusement, que dans son run à la Pro Wrestling Noah, mais il reste vraiment très cool, il a un très bon heel work dans le match, et pour quelqu'un de vraiment, il a que 41 ans, Ricky Marvin, ça m'avait surpris d'ailleurs, mais vraiment il se débrouille très très bien et vraiment le match est très bon à mon sens, le storytelling est vraiment bien, où Oliver vraiment essaye de regagner confiance pendant le match, il est vraiment concentré, mais Marvin essaye de jouer justement avec le fait que Jordan Oliver soit un jeune worker, il essaye de jouer avec sa confiance en lui, et il attaque vraiment directement Oliver va ensuite contrer très rapidement avec un Hurricane Rana pour prendre l'avantage dans le match, vraiment dès les débuts du match, ce qui m'a un peu surpris mais ce qui a été vraiment bien amené, et vraiment
vraiment, donc le heel work de Marvin est très bien pendant le match, il joue un peu avec l'arbitre, enfin voilà, il essaye de mettre l'arbitre de son côté en sa enfin sans que l'arbitre le veuille, et c'est vraiment très cool par moment à voir, c'est assez drôle. Et vraiment la victoire de Jordan Oliver est pour moi le bon choix, ça a été bien amené. J'ai juste un petit problème avec la fin, parce que Jordan Oliver vers la fin no-sell complètement un stunner de Ricky Marvin pour ensuite aller remporter le match, et le no-sell du stunner, j'ai eu beaucoup de mal personnellement, c'est pour ça que je mets que 3,5, de base j'étais parti pour un 3,75, mais vraiment le match est très très bien, c'est un des matchs que je conseille du show à titre personnel. Vraiment c'était très bien raconté, et en tout cas c'est, je pense, mon troisième match préféré du show, parce que c'était vraiment très très bien, et 13 minutes, vraiment de bon storytelling, de bonne construction, juste un petit problème comme je l'ai dit avec la fin, mais du coup voilà, victoire de Jordan Oliver. Du coup voilà pour ce troisième match de la carte. On va maintenant pouvoir passer au quatrième match du show, le quatrième match du show qui a été la grosse surprise du show à mon sens, c'était Lio Rush qui affrontait le jeune Starboy Charlie. Alors on a eu le droit à un excellent match, qui est d'ailleurs mon deuxième match préféré du show. J'ai mis à titre personnel la note de 4 étoiles, ce qui m'a vraiment surpris, je m'attendais pas à lâcher un 4 sur ce match spécialement, même si j'aime beaucoup les deux, et vraiment particulièrement Lio Rush, qui est vraiment un excellent worker, et qui a vraiment prouvé là pourquoi il est un excellent worker. Et donc vraiment excellent match, des contres qui sont très très inventifs, vraiment très très bien placés. Lio Rush, tu sens qu'il méprise un peu Starboy Charlie de par sa jeunesse. Starboy Charlie, c'est un très bon underdog, mais il est très intelligent dans son offense, et ça j'ai vraiment bien aimé, c'est que tu peux être un underdog et être vraiment super intelligent dans ce que tu fais. À un moment il fait une petite erreur de rookie sur un pinfall, du coup Lio Rush en profite pour tenter une soumission qui est vraiment super bien portée, et d'ailleurs Starboy Charlie va bien résister à la soumission, va réussir à attraper les cordes, et moi j'ai trouvé ça très cool vraiment qu'il joue sur le fait que Charlie est jeune, du coup il essaye d'être le plus possible intelligent, mais il y a un moment où il va quand même faire une erreur, et d'ailleurs l'erreur, parce qu'on critisait, Lio Rush va remporter le match avec son springboard stunner, enfin son springboard où il court dans les cordes, il se fait rebondir, et il fait son stunner, qui est une prise que j'adore particulièrement, je saurais pas comment l'appeler, mais j'adore particulièrement cette prise. À un moment pendant le match, t'as Lio Rush qui va sauter de la troisième corde sur Starboy Charlie va esquiver, Lio Rush va se faire mal à la jambe, et après ça, Starboy Charlie, justement c'est pour ça que je disais qu'il avait été très intelligent dans son work, va immédiatement travailler la jambe de Lio Rush de manière vraiment très intelligente. Le leg work de Starboy Charlie est très très cool, et le selling de Lio Rush est absolument parfait. Vraiment, le selling de Lio Rush, pour le coup, il a aucun défaut. C'est vraiment parfait. Et c'est ça qui m'a vraiment de plus en plus accroché au match, parce que je trouve qu'il y a un moment donné pendant le match où le match a un peu perdu de sa superbe, vraiment aux alentours de 8-9 minutes, où j'étais un peu moins investi, et 2-3 minutes plus tard, c'est ça qui m'a vraiment réinvesti dans le match. C'est ça qui a vraiment été à mon sens l'élément déclencheur pour que je lâche le 4, parce que le selling de Lio Rush est vraiment fascinant. La construction du match est très très bien, et j'attendais pas à ce que ce match soit aussi bon que ça, et vraiment voilà, j'ai mis 4 étoiles, c'est un match que je conseille vraiment beaucoup à titre personnel, et du coup voilà, victoire de Lio Rush en 19 minutes de match, 19 minutes qui m'ont vraiment investi, et où ils en ont pas trop fait, c'est ça l'important également, aussitôt dans la carte finalement ils en ont vraiment pas trop fait, et c'était très très bien. Du coup voilà pour ce match donc remporté par Lio Rush contre Starboy Charlie. On va maintenant pouvoir passer au prochain match du show. Le prochain match du show, c'était un six-man tag team match. Le six-man tag team match, qui était le seul six-man du show d'ailleurs, il n'y avait que des singles match à part ça. On avait One Cold Menders, Mance Warner et Matthew Justice qui représentent donc le Second Gear Crew, et qui affrontaient Ellie Everfly, Damian Drake et Matt Vandagriff dans un 3 contre 3. Alors le match a été selon moi vraiment là pour le coup trop long, il a aussi duré 19 minutes, mais là il n'y avait pas matière à durer 19 minutes, vraiment. C'était vraiment un match qui faisait très war multiman, très enfin voilà, ça utilisait très rapidement des chaises, ou Mance Warner a rapidement enseigné, ou enfin voilà, c'était vraiment assez hardcore. Bon, ça m'a pas spécialement dérangé, mais il y a un moment dans le match où ils vont à l'extérieur de l'arène, et où la caméra n'a pas assez de fil pour pouvoir filmer à l'extérieur de l'arène, du coup on ne voit pas tout ce qui se passe à l'extérieur de l'arène, et c'est quand même assez compliqué, je vous avoue, parce qu'on a loupé du coup 2 minutes du match. Ça m'a vraiment dérangé. Bon, je suis pas quelqu'un qui est difficile avec les prods, mais là il y a un moment faut faire un peu d'effort. Mais du coup ouais, victoire de One Cold Menders, Mance Warner et Matthew Justice, c'est assez logique par rapport à l'importance des trois noms sur les trois autres au sein de la Game Changer Wrestling. Mance Warner qui est d'ailleurs l'un des rares à avoir une chance au championnat de GCW World à l'époque du règne de Ricky Shane Page. Mais ouais, vraiment le match est bien. Après c'est vraiment sans plus, c'est pas ce que je vais recommander à titre personnel. Voilà, j'ai mis 3. Il y a Matthew Justice qui fait un bon taf au début du match, mais voilà, c'est vraiment sans plus. En tout cas, Ellie Everfly, je trouve que c'est un bon high flyer. Il fait bien le job. D'ailleurs, il a une tenue que j'aime bien. Il est déguisé en une espèce d'abeille. C'est vraiment assez cool. Et ben voilà, du coup, victoire du Second Gear Crew, One Cold Menders, Mance Warner et Matthew Justice dans un match de 19 minutes qui était du coup pour moi vraiment trop long par rapport à ce qui a pu être construit. Du coup, voilà pour ce Six Man. On va maintenant pouvoir passer au prochain match du show. Le prochain match du show, c'était un match qui n'était pas très très technique, on va dire. C'était Juicy Fino qui affrontait Schlack. Donc bon, voilà, c'était pas
on n'était pas parti pour de la technique, j'ai pas aimé du tout à titre personnel, c'est vraiment du hardcore sans réel sens, c'est vraiment, bon, j'ai rien trouvé de bien dans le match, personnellement, j'ai mis 2, vraiment, c'est à passer pour moi. La victoire de Schlack est assez logique, hein, très honnêtement. Schlack, c'est celui qui a les bookings les plus importants très prochainement, donc voilà, il aura même un rematch, je crois, du côté de la ICW Noelsbaird contre Shane Mercer, donc voilà, donc c'est quand même un assez gros match. Et enfin voilà, en tout cas, on n'a pas eu le droit à un très bon match, comme vous l'aurez compris, c'est le moins bon match du show à mon sens. Après, si vous aimez le hardcore type Schlack, pourquoi pas, hein. Mais moi, c'est pas les matchs qui n'ont aucun sens, c'est pas trop mon truc, hein, très honnêtement. Mais du coup, voilà, victoire de Schlack, pour moi, il y a pas grand chose de plus à dire sur ce combat, très honnêtement, c'était vraiment très basé sur les coups de porte, coups de chaise, ça se battait très rapidement à l'extérieur. Et du coup, ouais, j'ai vraiment pas aimé le match, pour être honnête, mais c'était bien d'avoir ce genre de match, parce que, enfin, c'était bien d'avoir ce match en particulier, parce qu'au moins ça a calmé un peu avant, parce que j'étais assez fatigué du Six Man, et au moins ça a calmé un peu avant de passer aux trois derniers matchs du show, et finalement, bon, sa place dans la carte aide à ce que la chose soit digérée, donc ça va quoi. Mais du coup, voilà pour ce match, donc remporté par Schlack contre Juicy Fino. On va maintenant pouvoir passer au prochain match du show. Le prochain match du show, c'était Effy qui affrontait Darkshake, donc comme vous l'aurez compris, c'est un match intergender. Effy a remporté le match en un peu plus de 10 minutes. Moi, personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé le match. C'était assez vivant. Il y avait un très bon legwork de la part de Darkshake, qui va notamment attaquer la jambe d'Effy avec une chaise à un moment pendant le match. Gros coup de chaise sur la jambe. J'ai trouvé ça très très cool. Et elle va pas hésiter à continuer son legwork. Elle va très bien le faire d'ailleurs. Le selling d'Effy est très cool. Effy finit par gagner le match par roll-up. Alors, à titre personnel, j'ai vraiment trouvé la victoire d'Effy par roll-up logique. C'est vraiment le genre de roll-up qui me dérange pas du tout, parce que je sais que je suis très souvent dérangé par les roll-up, mais là, tu sens clairement qu'avec l'état des jambes d'Effy qui se sont fait défoncer pendant 10 minutes, bah, tu sens clairement qu'il peut pas gagner autrement que par roll-up. Du coup, ça rend le roll-up très crédible, et ça passe vraiment mieux de mon côté. C'est logique dans la construction du match. Donc moi, ça me dérange pas du tout à titre personnel. Après, donner la victoire à Effy, ça me paraît logique. Darkshake est pas non plus très souvent là chez Game Changer Wrestling. Donc voilà, moi, à titre personnel, j'ai mis 3,5 pour tout ce qui est logique dans la construction. Tout ça, c'était vraiment très bien. L'in-ring est cool, mais c'est pas le but principal du match, mais vraiment très bon legwork, hein, au passage, d'ailleurs, de la part de Darkshake. Vraiment, c'était vraiment très bien. Et d'ailleurs, Darkshake, je l'ai pas vu catcher souvent, et j'espère vraiment qu'elle va revenir rapidement du côté de chez GC, parce qu'elle fait vraiment du bon taf. Et là, en 10 minutes, elle a réussi à montrer beaucoup de choses. Et vraiment, c'est une catcheuse expérimentée. Elle a 36 ans, Darkshake, et vraiment, elle a réussi à montrer beaucoup de choses. Et c'était vraiment un match qui était très cool à voir. Voilà, j'ai mis à titre personnel la note du coup de 3,5. Et du coup, donc voilà pour ce match remporté par Effy. On va maintenant pouvoir passer au pré-main event du show. Le pré-main event du show, c'était Joey Janela qui affrontait Ali Catch. Ali Catch qui est un autre nom de Ali Cat. Hein, voilà, il arrive des fois sous son nom de Ali Catch. Elle a catché 2 fois cette année sous le nom de Ali Catch, notamment à la AEW, à la AAW, pardon. Alors le match dans son ensemble était vraiment bien. Bon, ça a jamais vraiment décollé malheureusement pour un match de 19 minutes, c'est quand même assez problématique. Mais Ali Cat est pas non plus la meilleure des workers au monde, hein, on va bien se l'accorder. Le match je lui ai mis 3,25, donc 19 minutes, victoire assez logique de Joey Janela. Après, vraiment, le match est bon, c'est pour ça que je mets quand même 3,25, parce que sur 19 minutes, 3,25 pour un match que j'ai pas trop, pour un match qui m'a pas trop investi, c'est quand même déjà assez gentil, et c'était vraiment cool en soi. Joey Janela a essayé de carry Ali Cat, ça s'est bien passé. Ali Cat a été bien moins green que lors de ses précédents matchs, notamment en tag avec Effy, où il y avait eu un match où Effy et Ali Cat contre Iron Beast, à Ashes to Ashes d'ailleurs, et c'était vraiment très compliqué. Mais là, ça restait assez bien. Voilà, c'était 19 minutes qui étaient assez cool, en tout cas, à voir, mais peut-être un peu trop long. Ils auraient peut-être dû mettre 5 minutes en moins, et mettre 5 minutes en plus au main event, justement, dont on va parler juste après, parce que c'est, voilà. Pour moi, les durées sont assez contradictoires quand même, et c'est assez dommage. Vraiment, ça me déçoit un petit peu. Mais du coup, ouais, voilà, victoire de Joey Janela, comme je dis, c'est assez logique. Janela qui doit recommencer à récupérer pas mal de victoires à la Game Changer, ça me paraît logique. On se rappelle, il avait battu Chris Dickinson du côté du Spring Break, mais voilà, depuis sa défaite contre Ricky Shane Page, le but c'est de remettre un peu Janela sur les bons rails, et c'est vraiment très bien raconté à mon sens. Et bon voilà, j'aime bien le match, ça va corps, mais c'est pas spécialement à voir. En tout cas voilà, j'ai mis 3,25 à titre personnel, et oui, c'est logique que ce soit placé en pré-main event, vu les 2 noms qui sont quand même très importants du côté de la Game Changer. Du coup voilà pour ce match. On va maintenant passer sur le match sur lequel j'ai le plus de choses à dire, très honnêtement. C'est sur le main event du show, sur le match de championnat GCW World, avec Nick Gage qui faisait sa 2e défense de titre après avoir remporté le championnat au RS Spring Break contre Ricky Shane Page, et il faisait sa 2e défense de titre après avoir défendu contre Jordan Oliver, contre AJ Gray, cette fois dans une continuité d'histoire qui est quand même vraiment bien. Alors je rappelle l'histoire un peu. Alors AJ Gray avait pris le titre à Nick Gage après son règne de plus de 700 jours en décembre 2019. Donc voilà, AJ Gray était devenu champion en battant Nick Gage, sauf que Ricky Shane Page avait encaissé son droit à un shot au titre GC juste après la victoire de Gray, et avait gagné le titre. Du coup voilà, AJ Gray a eu un règne
règne de 10 minutes finalement. Et du coup, vraiment, c'était pour que Ricky Shane Page prenne toute une grosse hit dès le début de son règne. C'était vraiment très bien. Et du coup, AJ Gray n'a pas eu le droit à une chance au championnat GC de tout le règne de Ricky Shane Page. Et là, donc, c'était la première fois qu'il pouvait avoir un match de titre depuis qu'il a perdu le titre vraiment salement par Ricky Shane Page. Et vraiment, ça, j'ai trouvé que vraiment tout ce qui jouait sur la patience, sur l'attente, tout ça, c'était vraiment très bien. Et vraiment, voilà. AJ Gray a joué son rôle parfaitement. En tout cas, le match, personnellement, me hypait énormément compte tenu de toute la backstory, tous les éléments qu'il pouvait y avoir durant le match. Alors, le match a malheureusement duré que 14 minutes et c'est ça que je vais reprocher à ce match, c'est que la fin arrive bien trop rapidement. Et ouais, c'est vraiment dommage et ça me déçoit un peu à titre personnel. Mais le match reste évidemment le meilleur match du show parce qu'en termes de construction, en termes de storytelling, il y a vraiment beaucoup de très bons éléments en tout cas qui ont été mis sur le ring. Et du coup, ouais, victoire de Nick Gage. Bon, ça me paraît assez logique, même si j'avais quand même un petit doute. J'avais quand même un petit espoir que Jay Gray remporte le titre et ait son moment et réussisse à récupérer la ceinture qu'il a tant attendue. Et oui, vraiment, j'avais un peu d'espoir, mais du coup, ouais, victoire de Nick Gage, donc finalement assez logique. Hein. On en parlera par rapport à l'après-match surtout. Du coup, vraiment un très bon deathmatch, qui est l'un de mes deathmatchs favoris depuis le début de l'année. Bon, c'est pas aussi bon que le Gage Ricky Shane Page, évidemment, mais j'ai quand même mis la même note, j'ai mis la note de 4, donc pour vous dire à quel point ça aurait pu être vraiment excellent sans cette durée très courte, finalement, en ayant 5-6 minutes de plus pour développer un peu plus la construction du match, parce que finalement, j'étais vraiment pas préparé à ce que la fin arrive si rapidement, très honnêtement, mais vraiment, c'est mon match préféré du show, donc vraiment du très très bon storytelling, avec le seul défaut qui fait que ça aurait dû être plus long, donc comme je l'ai dit. Alors par rapport au match en lui-même, vraiment, on sent que Ricky Shane Page, que AJ Gray, pardon, vraiment, c'est un match très important pour lui dans sa carrière, vraiment, il attaque directement. Nick Gage, il hésite pas, il montre clairement qu'il a vraiment de la hargne, vraiment qu'il veut récupérer cette ceinture, qu'il a eu aucune opportunité pendant le règne de Ricky Shane Page finalement, donc il a vraiment une hargne, une passion vraiment dans son catch qui est vraiment super. AJ Gray, c'est un catcheur que j'adore, qui est capable de transmettre beaucoup d'émotions et qui est très cool. On a un échange où les deux sont assis sur une chaise et se mettent des droites, et j'ai vraiment trouvé ça très cool parce que ça montre que vraiment AJ Gray, il a la passion, mais il a vraiment la hargne, il a tout ça, mais Gage reste un peu plus intelligent, il est pas vraiment dérangé par ça qui l'anime au fond de lui. Nick Gage, lui, il veut juste péter la gueule d'AJ Gray finalement, et il y arrive très bien parce que c'est lui qui va se lever en premier de la chaise pour foutre un gros coup de chaise dans la gueule d'AJ Gray, et ça montre clairement qu'il y a un peu plus d'intelligence, un peu plus enfin voilà, dans le catch de Nick Gage, et vraiment j'ai trouvé ça vraiment bien parce que Gage, c'est celui qui est pas dans un mood très passion, très enfin voilà, et il prend l'avantage très rapidement. Du coup, vraiment, on a aussi un élément qui est très très intéressant. Alors, dans la première partie du match, on a AJ Gray qui domine vraiment Nick Gage, et surtout avec les light tubes. Donc on remarque que vraiment c'est Gray qui prend l'avantage sur Gage avec les light tubes, ce qui est pas censé être le cas finalement, parce que Nick Gage est plus deathmatch spécialiste qu'AJ Gray. Et vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça montre que Gray a quand même vraiment bien préparé son match. Tu sens vraiment qu'il y a toute une importance derrière le catch d'AJ Gray, et c'est vraiment super d'ailleurs. Et Gage va reprendre l'avantage grâce à un spot qui est assez clé dans le match. C'est un face wash, donc avec c'est un peu la Shinjiro Otani, hein, pour ceux qui connaissent le Puro, avec son pied qui face wash finalement AJ Gray contre le coin. Et vraiment, j'ai trouvé ça très bien. Il y a des light tubes qui sont justement utilisés pour ce face wash, et c'est pas pour rien. Vraiment, ça montre que Gage reprend l'avantage avec les light tubes, et vraiment il reprend le contrôle d'où il est. Enfin, il a une connexion avec la foule. Nick Gage, quand même assez dingue. Vraiment, j'adore ce mec, hein. Nick Gage, il est génial. D'ailleurs, j'ai regardé son Dark Side of the Ring, je conseille fortement d'aller regarder son épisode de Dark Side of the Ring, c'est vraiment très très bien. Mais vraiment, voilà, d'ailleurs, le face wash, pour ça que je vais parler de son importance, c'est qu'il est utilisé 2 fois durant le match, et qu'il est utilisé 2 fois des moments très intelligents, et AJ Gray arrive à le contrer à chaque fois, arrive vraiment à reprendre le dessus sur Nick Gage à ces moments-là, et finalement il se le prend, et c'est ce qui va amener un peu la fin d'AJ Gray. Et enfin voilà, c'était vraiment très bien fait en tout cas. Après voilà, comme j'ai dit, c'était peut-être un peu trop court pour moi. 14 minutes, c'est pas le temps idéal à un match avec une aussi grande importance, surtout du point de vue d'AJ Gray. Bon, après, ça reste la victoire de Nick Gage reste assez logique, et vraiment c'est un excellent match que je conseille à titre personnel. Vraiment, pour moi, c'est un bon 4 étoiles, vraiment, qui aurait pu être un 4,25, 4,5 avec 5-10 minutes de plus, très clairement. Parce que ouais, je m'attendais plus à un très gros main event entre Gage et Gray, pour être honnête, par rapport à toute la backstory autour de l'affiche. Mais du coup, voilà, pour ce match, donc remporté par Nick Gage, auquel je mets la note de 4 étoiles. On va du coup passer maintenant à l'après-match. Alors l'après-match, c'est Jon Moxley qui va arriver pour attaquer Nick Gage. Évidemment, il y avait une provocation entre les deux durant le Spring Break, où Moxley était venu déjà défier Nick Gage dès sa victoire sur le championnat Game Changer Wrestling World sur Ricky Shane Page. Et voilà, du coup Moxley vient pour attaquer Nick Gage, mais finalement Gage arrive à contrer, va même effectuer le paradigm shift de Jon Moxley, ce que j'ai trouvé vraiment très bien d'ailleurs,
que Gage fasse le finisher de Moxley, et Gage va prendre l'avantage sur Moxley, et du coup voilà, ça confirme vraiment qu'on aura ce match entre Gage et John Moxley. Et personnellement, je suis vraiment bien hype par ce match, en tout cas pour le championnat Game Changer Wrestling World. Je pense que Nick Gage va conserver, mais une victoire de Moxley, compte tenu de l'histoire entre les deux, me dérangerait pas spécialement. Après, il faut juste trouver un truc pertinent à faire pendant le règne de Moxley, parce que c'est pas le mec qui a le plus d'histoire avec les mecs de Game Changer Wrestling, hein, John Moxley, très honnêtement. Mais voilà, bien hype en tout cas par le Gage Moxley. Du coup, voilà, c'est ce qui conclut ce show Game Changer Wrestling Draft des 2021. Alors, le show dans l'ensemble est vraiment très bon, c'est un excellent show GC à mon sens. On a les points noirs du match qui sont l'opener, et dans une moindre mesure finalement, compte tenu de sa place dans la carte, le Juicy Fino Schlack, mais vraiment pour moi c'est l'opener qui est le point noir du show. Mais à part ça, vraiment le show reste vraiment très très quali tout le long. Je vais conseiller fortement deux matchs à titre personnel: le main event entre Nick Gage et AJ Gray, qui est très riche en storytelling, mais également le Lio Rush Starboy Charlie, qui est un très bon match de milieu de carte, hyper bien construit. Les deux matchs, je les ai notés 4 étoiles. Du coup voilà pour cette review donc de Game Changer Wrestling. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo, et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.